Gaspard, Linky et compagnie, touche pas à mon compteur, l'émission du collectif du même nom. Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Transparence 93.7 en Ariège et bienvenue dans l'émission Touche pas à mon compteur avec Maude Bigan. Bonjour Maude. Bonjour Florian. Alors c'est l'été, il fait chaud, c'est les vacances, beaucoup se dorent la pilule à la plage d'ailleurs. C'est ça. Mais tu vas nous expliquer qu'on nous fait passer des législations Un peu filoute. En douce, c'est ça? Exactement, pendant que les gens regardent ailleurs. Voilà. Mmh. Bon, c'est classique. D'ailleurs, c'était même déjà dans le programme de Fillon à l'époque, avant qu'il soit un petit peu chassé de la campagne présidentielle à cause de ses costumes, etc. Tout le monde, tous les politiques essayent de le faire. Mais alors là, on va être gratiné cet été, comme on va le voir. On n'aura même peut-être pas le temps de parler de tous les coups en douce déjà sur cette émission, mais on va en citer quelques-uns. Peut-être on commence par Linky, quand même. Linky, donc il y aurait une appli qui permettrait justement de savoir notre consommation avec un boîtier déporté, c'est bien ça? Alors en fait, C'est un il peu l'idée remplacerait un boîtier déporté. Il faut savoir que donc on avait depuis au moins 2014, puisqu'il y avait une plaquette de Smart Electric Lyon qui en attestait, le projet donc de rajouter un module complémentaire qui s'appelle émetteur radio Linky dans les Linky existants par micro-ondes. Donc en plus de la communication filaire et qui fait rayonner tous les câbles du logement et les appareils électriques du logement et qui font antenne, il y aurait en plus l'idée de rajouter un module émetteur de micro-ondes dans les Linky existants. Dans les Linky, à l'intérieur des Linky. Exactement. D'accord. Sous le boîtier, il y a une place, si vous voulez, en bas à droite, pour encastrer un module complémentaire qui fonctionnerait dans un système micro-ondes proche du Wi-Fi. Donc ça s'appelait par exemple Zigbee. Et donc l'idée, c'était de faire communiquer cet appareil avec notamment un boîtier, un afficheur déporté dans le logement, un afficheur qui permettrait d'avoir sa consommation en temps réel, par exemple en argent, en euros, plutôt que de façon parfois donc, tout détaillé lisible. Précisément en euros. Voilà. Du coup. Alors sachant tout est que converti. on nous a dit depuis le début que le Linky permettrait de faire des économies et donc l'idée générale c'était évidemment de permettre aux gens d'avoir une visibilité sur leur consommation. Sauf que en pratique c'est le lendemain sur internet que les gens doivent essayer de voir qu'est-ce qu'on pouvait bien consommer la veille à cette heure-là. Donc vous imaginez bien que ça se fait pas. D'ailleurs la Cour des comptes dans son rapport de 2018 avait l'air de dire qu'il y avait que 3% des détenteurs de Linky qui s'était ouvert un espace personnel sur la plateforme d'Enedis. Il faut savoir que sur la plateforme d'Enedis, il existe déjà un espace personnel où on peut déjà savoir la consommation Linky, même par heure, il me semble. Hein. Oui, si on le demande. Oui, mais dans ce cas-là, si on le demande, on accepte la transmission de sa courbe de charge et du coup, on accepte automatiquement une analyse beaucoup plus fine de sa consommation. Donc, ça pose un problème de vie privée, bien sûr. Donc, tout est déjà détaillé sur leur site, mais ils veulent quand même apporter un plus, c'est-à-dire un boîtier qui permettrait déjà de savoir sa consommation chez soi, sans passer par le site. Alors, c'était prévu depuis bien longtemps, parce qu'effectivement, une des critiques majeures du Linky, c'était qu'il ne permet pas vraiment aux usagers de suivre en temps réel leur consommation. Vous imaginez, si vous avez Linky dans le mur de clôture, vous n'allez pas passer votre temps à aller le regarder. Et même le lendemain, effectivement, les gens ils se souviennent pas de ce qu'ils consommaient à tel moment, qu'est-ce qui était allumé, etc. C'est difficile. Donc là, le fameux afficheur déporté, il devait être financé gratuitement pour être fourni à toutes les personnes en HLM. On n'en voulait pas, évidemment, puisque ça voulait dire deux choses. Ça voulait dire effectivement une irradiation bien plus importante dans le logement puisque c'était également fait pour communiquer pas uniquement avec un afficheur déporté, mais cet ERL, cet émetteur radio Linky était fait également pour communiquer avec tous les appareils du logement. Donc avec tous les appareils électriques qui sont de plus en plus équipés de puces pour la domotique et qui permettent aussi donc d'envoyer des messages par micro-ondes, donc également au Linky via cette ERL. Donc l'idée générale, c'était que c'était un peu un mouchard dans la maison qu'on introduisait pour pouvoir avoir une analyse encore beaucoup plus fine de l'utilisation de nos appareils électriques, qui allait nous irradier de façon plus importante et qui allait également permettre de commander à distance plus facilement nos appareils pour les éteindre, notamment en cas de pic de consommation, avec un signal tarifaire envoyé par le gestionnaire de réseau, donc envoyé par Enedis. Donc les Linky seraient déjà dangereux, mais ça rajouterait encore un plus, une exposition encore en plus. Alors une exposition dans le logement de façon plus importante, une intrusion encore plus importante au niveau de la collecte de données, mais également une intrusion dans le pilotage à distance de nos appareils quand il y a des pics de consommation et que ça leur coûte cher de produire, de fournir. Donc c'est quand même important.
Et donc ça, évidemment, c'était pas dit, hein. On reviendra tout à l'heure sur la notion de non-dit. Voilà. Et donc ici, eh bien, le problème, c'est qu'effectivement, qui allait financer ce fameux afficheur déporté pour toutes les personnes en HLM, c'était difficile de le trouver parce que les fournisseurs voulaient le faire facturer également aux usagers en général. Une sorte d'option en plus. Eh bien, en fait, une option en plus qui serait, alors sans doute un coût pour les HLM qui serait donc reporté sur les factures de l'ensemble de la population, pour qu'on puisse leur fournir soi-disant gratuitement, c'est-à-dire c'est tout le monde qui paye. Et puis effectivement, ils voulaient évidemment étendre cela à toute la population, sauf que vu la levée de bouclier qu'il y avait déjà sur la pose du Linky, ils se doutaient bien qu'il n'y aurait pas beaucoup de volontaires pour rajouter l'ERL. Donc, ils ont trouvé la parade financière et pour éviter de rajouter quelque chose, c'est cette appli, donc une application sur les smartphones. Évidemment, là aussi, c'est quand même discriminatoire parce que toutes les personnes qui n'ont pas de smartphone ou qui ne sont pas très à l'aise avec Internet, notamment les personnes âgées, n'y auront pas accès. Mais c'est quand même quelque chose qui peut être utile pour les gens bien connectés, etc., etc. Alors, je vous cite donc cet article de La Provence du 10 juillet 2019 qui s'intitule « Linky, une appli pour faire des économies ». Voilà, je vous invite à le regarder plus en détail. Donc, effectivement, c'est Enedis qui vante cette application. Donc ça, c'est important. Il faut savoir également que, puisqu'on est dans la notion de non-dit et de choses qui se passent un petit peu en douce, puisqu'on parlait de ces histoires de passage estivales, juste avant l'été, je voulais vous citer cet article du Canard enchaîné, donc du 10 juillet 2019, qui, puisqu'on n'est pas encore tout à fait dans le cœur des vacances, qui parlait du bac, d'accord, un bac mention bâclé. Effectivement, c'était important. Alors, c'est un écho à ce que justement un professeur syndiqué m'a expliqué au Festival Résistance où nous tenions un stand donc il y a un peu plus d'une semaine. L'idée générale, c'était que on avait demandé aux professeurs, bien sûr, quand il y avait des copies qui manquaient parce que des professeurs grévistes n'avaient pas corrigé, de prendre le contrôle continu. Donc, regarder les livrets scolaires des élèves pour prendre le contrôle continu pour que, si les notes du contrôle continu dans la matière non corrigée le permettaient, eh bien, on puisse les prendre en compte pour le bac. Un professeur m'avait dit assez outré que dans son jury, on lui avait demandé de donner le bac, même si finalement la note de contrôle continu ne suffisait pas, d'accorder le bac systématiquement aux élèves, parce que si ça se trouve, la note de leur bac aurait été supérieure à celle du livret scolaire. Donc déjà, évidemment, il y avait les professeurs vent debout par rapport à ça. Mais là, plus fort, ce qui m'avait été cité donc au Festival Résistance, c'était des gens en larmes qui apparemment refusaient de faire ce qu'on leur disait, c'est-à-dire d'inventer des notes. C'est-à-dire que si le livret scolaire n'avait pas été rempli par l'établissement, eh bien on considérait qu'il fallait quand même donner une réponse et que pour cela, eh bien au lieu de contacter l'établissement pour connaître la vraie moyenne de l'élève dans la matière concernée, eh bien on demandait aux professeurs présents qui ne connaissaient donc pas les élèves d'inventer une note en regard des autres notes que l'élève avait obtenues dans les autres matière au bac. D'accord ? Alors là, plus doigt mouillé, on fait difficilement. Donc je ne sais pas si tout le monde était au courant de ces coulisses-là, mais maintenant que ça sort dans le canard, eh bien tout le monde le saura. Donc un bac mention bâclé, et ici effectivement, voilà, il donne plusieurs exemples de ce genre de choses. Donc on est dans du grand n'importe quoi, soyons clairs quand même. Hein. Je veux bien croire qu'il ne faut pas pénaliser les élèves, c'était bien évident, mais de passer de là à carrément inventer des notes, c'est très fort. Une année très compliquée à ce niveau-là. Oui. Exactement, oui, tout à fait. Alors, l'idée générale ici, c'est que maintenant qu'on parle de vacances, entre guillemets, moi je voudrais vous parler d'ondes en particulier, puisqu'on a déjà parlé régulièrement de la 5G à cette antenne, et on va faire un spécial 5G aussi à nouveau prochainement sur l'été. En fait, vous savez bien que quand on est à la plage, c'est le moment pour que on nous essaye de nous faire passer des choses en douce. Et effectivement, c'est ce qui se passe également pour la 5G. Alors, je vous invite à regarder cet article du 20 juin 2019, qui est un article de numerama.com. Ça s'intitule « 5G, les sénateurs ne veulent pas que la sécurité nuise au déploiement ». Et donc, c'est quelque chose qui, effectivement, est censé être passé en accéléré,
une loi qui est censée être passée en accéléré au cours du mois de juillet. Le 17 juin, donc, le gouvernement a fait publier un décret pour convoquer en session extraordinaire les deux chambres parlementaires afin de boucler tout un certain nombre de textes, y compris dans le domaine du numérique et donc dans le domaine de la 5G. Alors regardez ce qu'on prépare à faire passer en douce. C'est à la fois une simplification des procédures administratives et un entravement, on peut dire, des possibilités pour le gouvernement de s'opposer aux opérateurs dans le déploiement, au cas où ce gouvernement ou un futur gouvernement voudrait essayer de réglementer, de légiférer, de réguler, etc. Donc en fait, on se tire une balle dans le pied. Je me demande si les députés qui font cela ont vraiment conscience de ce qu'ils sont en train de faire, mais effectivement, ils sont en train de fournir aux opérateurs la possibilité, de demander et d'obtenir des autorisations sans même dire à quel endroit ils vont installer leurs antennes. D'accord ? Je vous cite cette phrase. Alors, l'idée, c'est que la complexité induite par une présentation par zone d'exploitation des dossiers apparaît disproportionnée. Les fournisseurs ou opérateurs ayant besoin d'anticiper au maximum les demandes d'autorisation sans avoir à ce stade du déploiement des réseaux une idée précise de l'emplacement des équipements. Alors ça, il ne faut pas s'y tromper, c'est aussi un blanc-seing qu'on leur donnerait, une carte blanche en fait, pour qu'ils puissent installer les antennes n'importe où et surtout pour que le grand public ne soit pas au courant de où ça va être mis en place. Parce que vous voyez bien, on en reparlera dans cette autre émission que je vous annonçais tout à l'heure, il commence à y avoir une levée de boucliers un peu partout, en Europe, mais également aux États-Unis, notamment par exemple en Californie, où on essaye de mettre ça en place. Et les gens sont beaucoup plus sensibilisés qu'avant sur les risques des ondes. Peut-être que le Linky y a contribué, mais pas que, bien sûr. Et donc, effectivement, ils n'acceptent pas le fait qu'il y ait une antenne qui soit posée comme ça, n'importe où. Il y a des levées de boucliers. Alors, si on peut installer une antenne, une petite antenne, donc facilement camouflable. Également, il existe des camouflages possibles, y compris dans les réverbères, y compris dans des faux arbres, dans les clochers des églises, plein de choses. Voilà. Mais auraient-ils le droit de faire ça? Eh bien, ils auront avec cette loi, ils auront le droit de l'installer où ils veulent, sans même dire d'avance, en obtenant l'autorisation de la mettre en place, sans même dire d'avance où est-ce qu'ils vont la mettre. D'accord. Voilà. Et d'autre part, effectivement, alors les autres choses qui sont dites, c'est des simplifications administratives, comme on dit, ce qui fait qu'effectivement, aussi, on va lier les mains du gouvernement et du Premier ministre en général. On a dit qu'effectivement, on va pouvoir faire que seul un risque particulièrement caractérisé ne puisse légitimer un retard, un renchérissement des coûts ou une limitation d'accès des usagers aux services fournis grâce au réseau. Alors soyons clairs, une limitation d'accès des usagers aux services, ça veut dire qu'effectivement, on n'aurait pas le droit d'installer une antenne 5G, par exemple, à tel ou tel endroit, par exemple près d'une école. D'accord ? On en reparlera la prochaine fois qu'on fera une émission spéciale 5G, mais par exemple, il vient d'y avoir un démontage d'une antenne dans une école aux États-Unis où il y avait une antenne 5G qui avait été posée. Dans l'école ? Dans l'école, figure-toi. Voilà. Et il y avait 4 cas de cancer d'enfants en très peu de temps. Voilà, il y avait quand même encore une négation du sujet. Il faut savoir qu'aux États-Unis, depuis 1996, il y a une loi qui empêche les municipalités de s'opposer à la pose d'une antenne pour raison de santé, pour risque potentiel de santé. D'accord ? Ils n'ont pas le droit d'évoquer la santé comme risque potentiel pour s'opposer à l'implantation d'une antenne. Ça a été dans la loi. Donc là, en fait, on est en train d'essayer de faire la même chose indirectement, sous couvert de simplification administrative. D'accord ? Donc c'est absolument honteux, évidemment. Et l'idée, c'est de voir une version qui empêcherait le risque de ralentir le déploiement, de rehausser leurs coûts ou de perturber le jeu des concurrences entre les équipementiers. Donc soyons clairs, on est dans la concurrence à tout va et surtout l'économie à tout va, et pour le reste, on s'en fiche. Et tout ça, bien sûr, à voter en début juillet pour que tout cela soit bouclé pendant l'été, pendant que les gens regardent ailleurs. Voilà, d'accord ? Donc ça, c'est un article de Numérama que je vous invite à regarder, intitulé 5G, les sénateurs ne veulent pas que la sécurité nuise au déploiement. Et puis, bien sûr, un gros point majeur, c'est le vote du CETA,
D'accord. Alors le CETA, tout le monde ou presque en a entendu parler. C'est le fameux traité transatlantique qui va en douce remplacer le TAFTA, le traité ou le TIPP. C'est deux noms différents pour la même chose. C'est un traité qui était censé un traité de libre-échange entre les États-Unis et l'Europe, qui a été très très largement décrié et donc qui a été mis un petit peu sur la glace, si vous voulez. Sauf que ils s'en fichent parce que au niveau des multinationales, ils ont tout à fait la possibilité, puisque le CETA avait été négocié au préalable avant toute cette levée de bouclier et a donc, lui, pu échapper à la révolte populaire, à la vindicte populaire, et donc a pu passer juste avant qu'il y ait une trop grosse levée de bouclier. Eh bien, ce CETA remplacera le TAFTA, donc c'est un traité avec le Canada, mais sachons-le, la très grande majorité des entreprises américaines ont des filiales au Canada, donc de toute façon, tout cela, c'est des vases communicants, et c'est très facile à ouvrir une société tierce donc sur place. Et donc on peut vraiment légitimement s'inquiéter quand on voit que notre président aussi souhaite que le Parlement ratifie très rapidement, là aussi pendant l'été, le CETA. Alors, pour que vous en sachiez un petit peu plus et pour comprendre un peu plus comment ça se passe autour de tout ça, je vous invite à regarder en détail un article que vous trouvez en ligne, un article du Monde diplomatique qui date de 2013. Cet article s'intitule « Le traité transatlantique, un typhon qui menace les Européens ». Il est très intéressant cet article et il vous donne un petit peu tous les tenants et les aboutissants de ceci. En particulier, les fameux tribunaux d'arbitrage, donc dont beaucoup de gens ont entendu parler maintenant, qui donneraient la possibilité aux multinationales d'attaquer les États pour toute entrave potentielle à leur futur profit, en raison d'une législation qui serait trop contraignante pour eux, donc à leur niveau, en raison notamment de lois, par exemple, pour protéger la santé, protéger l'environnement, protéger le droit du travail, etc. Donc c'est absolument majeur. C'est donné là encore carte blanche. On a des dirigeants qui donnent carte blanche pour qu'on nous tire une balle dans le plié, d'accord? Donc ici, on donnerait carte blanche aux multinationales, sachant que, comme le dit cet article, c'est un tout petit monde, le monde des tribunaux d'arbitrage, en fait. Et que quand on regarde en général, eh bien, il y a qu'en fait à peu près une quinzaine seulement d'avocats, juges, entre guillemets, avocats et juges, qui peuvent à la fois, disons, statuer et légiférer au niveau de ces tribunaux d'arbitrage, et que c'est extrêmement facile, évidemment, à diriger, à corrompre d'un point de vue de l'influence que ces multinationales pourraient avoir sur ces juges, si ce n'est déjà le cas. D'accord, donc ça c'est très très important. C'est aussi quelque chose qui est dans les tuyaux depuis très 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 longtemps. Il faut le savoir, il y avait eu dans le temps, dans le passé, dans les années 90 déjà, un accord multilatéral sur l'investissement, AMI, qui avait été négocié entre 95 et 97 par les 29 États membres de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. D'accord ? Sauf que ça avait été divulgué in extremis, notamment par le monde diplomatique, et il y avait eu une vague de protestations qui avait fait capoter les échanges, on va dire, les négociations. Ça avait été donc mis tout ça un petit peu sous le coude, et puis petit à petit, c'était revenu dans le cadre d'accords bilatéraux où on réintroduisait cette notion de tribunaux d'arbitrage, cette fois pas de façon généralisée et systématique, mais dans le cadre d'accords bilatéraux entre deux États. Voilà. Alors, par exemple, donc ça explique le secret qui avait entouré au départ les négociations du CETA et du TAFTA. Alors on nous explique par exemple, donc là c'était en 2012, que l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, avait condamné les États-Unis parce que certains labellisaient leurs boîtes de thon sans danger pour les dauphins. Donc l'idée c'était pas de dire que c'était de la publicité mensongère, mais de dire qu'il ne fallait pas discriminer pour que le consommateur n'ait pas une préférence possible pour le thon labellisé sans danger pour les dauphins par rapport à un thon qui ne serait pas sans danger pour les dauphins. Donc c'est toujours l'idée de tirer vers le bas toutes les législations pour qu'elles soient les moins protectrices possibles, les moins informatives possibles, pour que les consommateurs ne puissent pas avoir le choix d'aller vers les choses les plus protectrices, que ce soit au niveau du contenu de tel et tel, par exemple, tel et tel produit ou tel et tel action éthique, d'accord ? Là, ici, on nous dit exactement,
Ils contraient également, ils avaient été condamnés parce qu'ils contraient la labellisation, donc l'étiquetage du pays d'origine sur les viandes importées, ou l'interdiction du tabac parfumé aux bonbons. Donc on avait interdit cela pour éviter évidemment qu'il y ait trop de jeunes, par exemple, qui deviennent accros au tabac. Oui, c'est pour inciter les jeunes à... Exactement. Eh bien, tout cela, ça avait fait condamner les États-Unis parce que on avait interdit le tabac parfumé aux bonbons. Donc en fait, l'idée, c'est vraiment de contrer tout ce qui pourrait entraver le business, mais qui pourrait au contraire essayer de protéger la santé, l'environnement, etc. Alors évidemment, on inflige à l'OMC, par exemple, a également infligé à l'Union européenne des pénalités de plusieurs centaines de millions d'euros pour son refus d'importer des organismes OGM, par exemple. D'accord ? Et il y en a plein des choses comme ça. Donc c'est vraiment majeur. Ici, on parle du poulet au chlore, on parle de la viande de bœuf aux hormones et tout le reste. D'accord ? Et c'est ça qu'on veut nous imposer. Et évidemment, eh bien, on va faire passer ça au début de l'été pendant que tout le monde est sur la plage. Donc, attention aux coups en douce. On est vraiment dans un monde où nos dirigeants ont remis les clés de la maison et il est temps vraiment de ne pas les laisser faire et de pas s'endormir, même si l'été est là et si je vous souhaite quand même de bonnes vacances. À bientôt. Merci beaucoup, Maud.